Les faits sont tellement graves que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba convoque à la première heure ce lundi 11 novembre quelques membres de son gouvernement et les services de sécurité. Il y a un groupe qui se réclame de l'UDPS qui avait organisé une manifestation pour soutenir l'initiative de la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République. Il nous est revenu qu'au cours de cette manifestation, des effigies de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ont été brûlées. Et par la suite, en représailles, un groupe de jeunes du PPRD s'en est pris aux effigies du président de la République actuelle, le président Félix Antoine Tshisekedi, auquel ils ont mis aussi feu. Et cette situation est de nature à raviver des vieux démons que nous avons déjà eu à expérimenter dans cette partie de la République. Pour le Premier ministre, l'expérience d'un tout premier gouvernement de l'alternance devait enseigner. Nous voulons rappeler à l'opinion nationale et internationale que notre gouvernement est un gouvernement qui se veut un gouvernement d'un état de droit et que dans notre approche des problèmes qui se posent à notre pays, nous sommes là pour faire respecter le droit. Et dans ce qui s'est passé à Kolwezi, ça nous sert de clamer haut que les responsables qui sont à la base de ces dérives doivent être identifiés, doivent être interrogés. S'il y a des actes répréhensibles, ces actes seront poursuivis devant les juridictions compétentes. D'ores et déjà, je vous annonce qu'il y a une délégation gouvernementale qui va descendre à Kolwezi. Autour du même sujet, le professeur Ilunga invite les élus du Lualaba, sénateurs et députés. Tous s'opposent à la division, craignant les antécédents. Nous sommes des frères, nous avons décidé de cheminer ensemble dans le cadre d'une coalition. Nous tenons à ce que cette coalition réussisse. Nous ne voulons pas que des ethnies soient opposées à d'autres ethnies ou bien que des groupes politiques, des familles politiques, des plateformes politiques soient opposées à d'autres. En toute responsabilité, l'exécutif central promet de faire respecter l'état de droit. En perspective de la présentation prochaine de la loi des finances exercice 2020 par le Premier ministre, la Commission économico-financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a rassemblé l'essentiel de ses membres auxquels on a associé le président de la Cour des comptes et les coordonnateurs du comité des réformes de finances publiques. La présence de ces derniers trouve déjà sa justification dans l'exécution du préalable d'avant tout examen et adoption du nouveau budget. Il s'agit de la édition des comptes du budget édition 2018. Les préparatifs sont presque au point. Nous avons déjà reçu le service spécialisé du ministère des Finances, donc du gouvernement. Quand nous parlons de la reddition des comptes, nous parlons des exercices clos, c'est-à-dire 2018. 2018 pour au sujet du rapport. Ce rapport-là, d'abord, nous devons faire ça à l'Assemblée. Cet exercice offre ainsi l'opportunité à l'Assemblée nationale, autorité budgétaire, de s'assurer de la bonne gestion des moyens financiers qu'ils mettent à la disposition du gouvernement pour mettre en place son programme d'action. La prime des risques de jeunes médecins, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, doit être effective ainsi que la maîtrise des effectifs. Le vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke s'emploie à matérialiser la dite promesse, d'où cette séance de travail avec le ministre d'État, ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo. Une manière pour le patron du budget d'imprimer une politique claire sur la prise en charge des médecins dans l'exécution du budget 2020. Peu avant, le patron du budget, qui a toujours une oreille attentive sur le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, a accordé un moment de son agenda chargé aux élus nationaux du Nord Ubangi. La province, vous connaissez que notre province aujourd'hui est sous l'eau. La province du Nord Ubangi est complètement inondée à travers les 4 territoires et la ville de Badolit. Le message que nous pouvons donner surtout à notre province, la province du Nord Ubangi, que le VPM nous a reçus. Et tout de suite, là, il a instruit pour qu'on puisse lui présenter le dossier, signer et envoyer rapidement aux finances. Et nous comptons sur la bonne foi du gouvernement, mais nous sommes toujours réservés parce qu'on n'a pas besoin seulement de la signature, mais nous voulons que ce que le gouvernement a promis arrive effectivement à la province.
Un premier jour de la semaine qui s'est clôturé par une séance de travail avec les services de son secteur appelés à observer un fonctionnement maximal. Lancé par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de son programme d'urgence, les travaux de construction de sauts de moutons dans différents coins de la capitale Kinshasa vont bon train. Certains de ces ouvrages seront à la disposition des usagers dans le jour très proche, tel les cas de 2 premiers sauts de moutons en cours de construction sur le boulevard Lumumba, sur le tronçon menant vers l'aéroport d'Ndjili, auquel la livraison devrait intervenir au plus tard au mois de décembre prochain, selon les ingénieurs-chefs des chantiers qui se sont entretenus avec les services de communication de la présidence de la République. Si tout va bien, donc c'est au mois de décembre que cet ouvrage-là, du moins au niveau de Bonhomme, va être livré. Évidemment, le deuxième au niveau du quartier Bitabé. Les ingénieurs trouvés sur place nous ont également rassurés en disant que les travaux vont en bon train. Si tout va bien également, l'ouvrage va être livré dans les délais, c'est-à-dire au mois de décembre. C'était au cours d'une descente du directeur de la communication de la présidence, Jean-Pierre Wafouana, sur les 3 sites des Bonhommes au quartier Bitabé. Quant au chantier des Mokali, soit les derniers viaducs en construction avant d'atteindre l'aéroport d'Ndjili, les usagers devraient s'armer d'un peu de patience. Selon les techniciens trouvés sur place, ça prendra un petit peu plus de temps par rapport aux 2 autres. Si tous les matériels sont livrés dans le temps, on maintient le rythme, les travaux vont finir autour de février. S'agissant des travaux du pont érigé sur l'avenue Kulumba à Massina, l'un des sites visités, les travaux sont fin prêts. Les travaux sont en cours, mais selon les informations qu'on a recueillies sur place, ils sont terminés à 90%. Et on n'attend plus que, à la fin, dans les 2-3 prochaines semaines, pour que finalement le chef de l'État puisse venir l'inaugurer de manière officielle. Notons que ces travaux lancés dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État auront de l'impact positif en ce qui concerne les désengorgements de la circulation sur le boulevard Lumumba. Déterminé à redorer l'image ternie de la commune d'Ematete, le directeur de cabinet du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Maître Freddy Bonzeke Iliki, a supervisé des travaux de curage des caniveaux, précisément au quartier Kinsaku, où des maisons sont embourbées depuis des années et des avenues impraticables. L'engin a été mis à déterrer d'abord les caniveaux perdus dans la boue avant de canaliser les eaux. Et ensuite, à côté du parquet d'Ematete, en allant vers la maison communale, à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale. En présence du coordonnateur adjoint de Kinshasa Bopeto et plusieurs notables, Maître Freddy Bonzeke Iliki a symboliquement placé des poubelles devant les commissariats de la police. Chacune des poubelles renseigne la nature des déchets qu'il faut y jeter. Il a sensibilisé la population à lire sur chaque poubelle avant de déverser les ordures, car cela va faciliter l'évacuation des déchets. Nous avons estimé que le goulot d'étranglement ici dans la commune de Matete, c'est le quartier Kinsaku. Vous vous rendez compte, tous les caniveaux qui sont bouchés ici empêchent l'écoulement des eaux. Ça rend difficile la salubrité. Alors il faut lutter contre ça. Ça c'est de 1. De 2, nous avons fait des partenariats avec certaines structures de la place pour racheter les bouteilles en plastique. C'est l'objectif seulement d'assainir, d'évacuer toutes les bouteilles en plastique qui empêchent les écoulements des eaux. Juste après, il a procédé à l'achat des bouteilles en plastique, une initiative à laquelle les jeunes matétois ont vite adhéré.
La contribution du Fonds monétaire international à la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation des bases en République démocratique du Congo dépendra du rapport qui sera présenté à l'issue de cette mission qui va se terminer le 15 novembre prochain. Ceci a été dit au cours d'une séance de travail présidée par le vice-ministre de l'EPST Didier Boudimbo, autour des délégués de la présidence primature, budget et finances. Le gouvernement avait adopté une approche progressive dans cet effort de mise en œuvre de la gratuité, qu'ensuite la gratuité est une réforme qui est déjà identifiée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour l'année 2016-2025 et que la mise en œuvre de la gratuité répondait tout à fait à la préoccupation qui est bien rappelé dans cette stratégie qui essaie de pouvoir élargir l'accès éducatif. La mission du FMI voulait s'informer sur les concepts de la gratuité et les efforts déployés par le gouvernement congolais pour la mise en œuvre effective du processus. À ce sujet, le vice-ministre a donné des détails nécessaires sur le pilotage de cette réforme voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une réforme qui met un accent sur l'accès et l'amélioration de la qualité des apprentissages. Soutenir la croissance des libertés politiques et économiques, de la bonne gouvernance, ainsi que des droits humains autour du monde par l'éducation sur les valeurs et les pratiques de la démocratie. C'est ça qui justifie cette rencontre entre les ministres des Relations avec les parlements, Deogracias Kusukundi Bikawa, et la délégation de l'inter-républicain Institute, conduite par sa directrice Elbigo Mavda, dont le siège se trouve à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Ayant trouvé satisfaction à leurs préoccupations et promet de multiplier des rencontres en vue d'organiser des séances de formation et d'échanges sur les valeurs que prônent les partis républicains. Faisons d'une pierre deux coups, les ministres des Relations avec les parlements, Deogracias Kusukundi Bikawa, a reçu les finalistes de la 5e promotion de l'École nationale d'administration recrutée dans la province du Congo central. Ces finalistes sont venus présenter au ministre leur diplôme et recevoir de lui quelques conseils. Je voudrais que les jeunes gens que vous êtes, outillés aujourd'hui pour servir ces pays, quand on a suivi ce que vous avez fait comme analyse l'autre jour, le jour de votre collation, moi je me suis dit que ces gens ne sont pas connus et moi, avec ma modeste situation, je peux les aider à mieux se faire connaître. Parce que l'ENA, en France, d'où elle est venue, sélectionne des modules, fait de la formation continue avec ça, et les gens s'épanouissent, s'améliorent. Un bon père de famille, le ministre Deogracias Kusukundi Bikawa a encouragé ses hôtes à garder l'essence d'une probité dans l'exercice de leurs fonctions et il a fait visiter ses fils du pays son cabinet de travail qui est en pleine métamorphose. La situation humanitaire dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, notamment l'Ituri, le Sud-Ubangi, le Nord-Ubangi et le Sud-Kivu, était au centre des discussions entre le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale et la délégation de Oicha RDC, conduite par Joseph Ingandi, son directeur pays. Le ministre a, au cours de ces échanges, demandé l'appui des organismes internationaux pour venir en aide à ces populations en détresse. Steve Mbikai souligne que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'emploiera pour essayer d'alléger les souffrances de ces populations victimes de catastrophes naturelles. Et comme vous savez, nous avons beaucoup d'urgences dans le pays. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui OCHA pour solliciter l'assistance humanitaire des ONG, organismes internationaux, comme ce sont eux qui les coordonnent. Et nous avons passé en revue la situation urgente des inondations au Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, mais aussi de déplacer de l'Ituri, sans oublier notamment à ceux de Minembwe, Fizi et Baraka. Tous ces gens ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Dans la même journée, le ministre a échangé avec le gouverneur de la province du Sud-Ubangi. Ce dernier est venu non seulement présenter la situation catastrophique de sa province, mais aussi demander au gouvernement de la République
d'agir le plus rapidement possible car la situation dure depuis plus de 3 semaines et les dégâts continuent de s'aggraver. La Suisse est un partenaire de longue date de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur Roger Denter, reçu par le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Maître Valérie Mukasa, a révélé que la RDC bénéficie annuellement d'une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le programme lié à la sécurisation de l'Est du pays, précisément dans le domaine d'aide humanitaire. Au niveau de l'engagement, au niveau financier, on a d'une partie la Suisse officielle, c'est quasiment 50 millions de dollars par an. C'est l'aide humanitaire, c'est la coopération au développement, mais aussi le programme de la paix, c'est lié avec la sécurité humaine. Et ça s'est concentré au niveau des 2 Kivu depuis un moment. Le diplomate suisse s'est également réjoui de l'amélioration du circuit minier en RDC. Il l'a dit au vice-ministre Valérie Mukasa, lui-même expert en la matière. On a aussi parlé du code minier. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça fonctionne avec, par exemple, avec les différents flux financiers par rapport au niveau région, au niveau des communautés, parce qu'on sait tout, on sait à la fin que le développement local, à part du rôle de gouvernement central, le développement local est très très important pour l'amélioration au niveau des indicateurs du développement pour la population congolaise. RDC Suisse, une coopération appelée à s'approfondir et à s'étendre à d'autres domaines relativement au programme d'action du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et des piliers du gouvernement de la République. Bientôt, les Congolais pourront pousser un ouf de soulagement pour le traitement des cancers. Un nouveau centre moderne de la radiothérapie sera opérationnel au centre hospitalier Nganda en technologie de pointe. Pour équiper ces nouveaux centres, Dr Soulou veut offrir la meilleure prise en charge des soins de haute qualité aux malades de son pays, la RDC. Introduit le patient à l'intérieur, elle descend, vous voyez là, elle monte, elle introduit le patient là-dedans, et ici, il n'y a que le patient et la machine, point. Aucune autre personne pendant le traitement. Et les caméras, il y a différentes caméras là-bas pour suivre. D'accord? Ici, ce n'est que le patient. Un centre de radiothérapie répondant aux standards internationaux, Varian Medical System, une entreprise de matériel médical américaine spécialisée dans le traitement des cancers, a été mise en contribution. Mais voilà, c'est le fabricant. C'est le fabricant. Récemment, j'ai fait le Nigeria qui, eux aussi, n'avaient aucune machine. Donc depuis cette année, ils ont 2 et bientôt 3 machines avant la fin de l'année. Donc j'applaudis les gens qui ont le courage de se lancer dans cette aventure pour le soin des autres. Le cancer est un problème de santé publique en RDC. Les centres de radiothérapie sont à compter au bout du doigt et l'avènement de ces centres est l'une des meilleures résolutions à ces problèmes récurrents de traitement des cancers. À l'exemple de ce marié, plusieurs Quinois et visiteurs de la capitale congolaise immortalisent leurs instants devant ces œuvres. Une richesse artistique léguée par André Loufoy, le sculpteur du célèbre batteur de tam-tam de la Fikine. À plus de 90 ans, l'artiste s'est complètement retiré du monde de l'art. Sa famille scientifique continue néanmoins à reconnaître les mérites de celui qui est considéré comme le premier diplômé de l'Académie de Beaux-Arts. Les parents nous ont enfantés, nous ont portés, nous ont montré le chemin. C'est à notre tour au fait, de les retourner au fait de l'ascenseur. C'est le premier étudiant de l'Académie de Beaux-Arts, c'est le premier diplômé et encore en vie et que c'est quelqu'un qui est très lucide et auprès de qui nous pouvons encore prendre beaucoup de conseils. C'est dans cette optique-là que nous avons voulu lui rendre hommage et surtout lui remettre son diplôme de bâtisseur qui lui était décerné lors de la célébration des 75 ans de l'existence de l'Académie des Beaux-Arts. Aux côtés des Liolo et autres sculpteurs, cet artiste a donné le goût de l'art à ses encadrés. Il nous a donné un exemple. C'est comme ça que moi aussi je suis devenu sculpteur. Il a fait beaucoup. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup ne savent pas que c'est lui qui a réalisé les grands monuments des batteurs de tam-tam. Pour l'ensemble de son œuvre, André Loufoy est une fierté de l'art congolais qui mérite mieux qu'un simple regard admirateur de la part des Congolais.
Le Kenya, c'est la candidature endossée par l'Union africaine depuis le 21 août dernier pour les sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2021-2022 et dont le vote interviendra en juin 2020. Pour obtenir ces postes, il faut le soutien de tous les autres pays africains. C'est la raison de la campagne d'appel au soutien lancée ce lundi, 11 novembre 2019, au Pullman Hotel de Kinshasa, mais aussi à travers tous les continents africains pour appui à cette candidature. Vu l'ampleur de la cause, le Kenya a dépêché son envoyé spécial et ancien vice-président de la République kenyane, l'honorable Stéphane Kalonzo Musyoka, pour le lancement officiel de cette cérémonie à Kinshasa. Pourquoi le Kenya ? L'envoyé spécial, ancien vice-président de la République kenyane, a eu quelques mots de séduction et de confiance pour dire que son pays, le Kenya, mérite ses postes au Conseil de sécurité des Nations Unies avec sa riche expérience dans la résolution des conflits, sa croissance des capacités diplomatiques préventives, des atouts qui lui donnent le privilège d'être le candidat et partenaire valable pour défendre les intérêts du continent africain. Et l'ambassadeur du Kenya en RDC, le docteur Georges Rancheri. DRC in Kinshasa, we have representation from all over the world through the ambassadors. La République démocratique du Congo, précisément Kinshasa, a beaucoup de représentations diplomatiques. Ce matin, nous avons spécifiquement invité le chef des missions diplomatiques de l'Afrique. C'est pourquoi c'est important pour leur dire que la candidature de la République du Kenya a été endossée et soutenue par l'Union africaine et ensuite leur demander leur soutien. Ils doivent en fait relayer le message au niveau de leur capitale. Le Kenya part donc favori avec la présence attestée d'environ 30 ambassadeurs de l'Union africaine venus appuyer cette candidature. L'Égypte, dont les pays chapeautent l'Union africaine en tête, suivi de la RDC, la Côte d'Ivoire, qui a représenté les doyens des ambassadeurs en RDC. Au menu des échanges entre le gouverneur Jacques Kabula Katoué et le PCA de l'OCC, Placide Chisumpa Tchakatumba, la collaboration entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et l'Office congolais de contrôle dans le cadre des transactions locales. L'OCC, qui est l'œil du gouvernement de la République dans la certification de la qualité, de la quantité des produits et autres services consommés par le peuple congolais, sollicite en effet la sensibilisation des opérateurs économiques du Haut-Katanga par les autorités locales afin qu'ils considèrent l'OCC comme un véritable partenaire. J'invite les opérateurs économiques à considérer l'Office congolais de contrôle comme partenaire dans le cadre de leurs affaires. Et c'est pour ça que je suis venu voir le gouverneur pour demander son appui, pour sensibiliser les opérateurs économiques à comprendre qu'ils doivent certifier la qualité des produits. Tout ce qu'il y a comme service, station-service, ascenseur, produits d'alimentation, la nourriture, le produit pétrolier, ces produits doivent être certifiés, leur qualité et leur quantité doivent être certifiées par l'Office congolais de contrôle, qui dispose des laboratoires. Très pragmatique, le premier des Haut-Katangais, Jacques Kabula Katoué, a promis au PCA de l'OCC de signer dans les 2 semaines qui suivent un arrêté provincial sur la transaction locale obligatoire. Le gouverneur envisage aussi d'harmoniser les vues avec la FEC pour qu'il y ait des négociations entre l'OCC et les patronats provinciaux.